Magazine Pluriel, Étienne Nabédou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Coronavirus, le Parlement autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pendant 6 mois. Cette mesure vient en réponse à une demande d'habilitation de l'exécutif qui veut mettre en place toutes les dispositions dans sa lutte contre le Covid-19. Coronavirus, nous allons également parler avec nos invités, professeur Mireille David, virologiste et bactériologiste à l'Université de Lomé, et madame Yawa Kegan, maire de la ville d'Atakwame. Elles vont évoquer respectivement la situation de confinement et la gestion de la pandémie dans la commune Ogu 1. La force européenne Takuba a été officiellement lancée hier. Au moins 6 pays y participent avec pour objectif d'assister les forces maliennes dans la lutte contre les groupes terroristes. Takuba débute ses opérations cet été. Et puis, à suivre également dans ce journal, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Le président français adresse ses vœux de succès au chef de l'État Faure Gnassingbé Zingbe suite à sa brillante réélection le 22 février dernier à la magistrature suprême. La France continuera, écrit Emmanuel Macron, de soutenir la mise en œuvre du plan national de développement dans les secteurs de l'éducation et de l'accès aux services de base. Emmanuel Macron salue également les progrès accomplis en matière de gouvernance économique et de climat des affaires, comme attesté par la performance du Togo dans les derniers classements internationaux. À cet égard, conclut le président français, je me réjouis de vous compter parmi les chefs d'État qui seront présents à Bordeaux pour le sommet Afrique-France en juin prochain. Autre message de félicitations, celui en provenance de l'Union européenne. Au nom de l'Union européenne, nous tenons à vous féliciter pour votre réélection comme président de la République togolaise. C'est en ces termes que Charles Michel, le président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen de la Commission européenne ont adressé leurs félicitations au chef de l'État. Les deux diplomates veulent saisir cette occasion pour renouveler l'engagement de l'Union européenne de continuer à accompagner les réformes constitutionnelles et institutionnelles et socio-économiques ainsi que les efforts de dialogue et de réconciliation entrepris ces dernières années par le chef de l'État. Nous sommes en guerre contre le coronavirus. C'est ce qu'a laissé entendre le 16 mai dernier le président français Emmanuel Macron. Et depuis, la mobilisation à l'échelle planétaire ne faiblit pas. Au Togo, les acteurs du secteur de la santé ont réfléchi en milieu de semaine sur l'efficacité du plan de riposte et sur les solutions de sortie de crise. C'est dans ce cadre qu'une importante séance de travail a regroupé dans un premier temps autour du chef de l'État, Faure Gnassingbé Zingbe, plusieurs représentants du corps médical en première ligne dans cette lutte. Au menu des échanges, le renforcement des moyens du Togo face à la menace et l'état des lieux en ce qui concerne les besoins des acteurs sur le terrain. Après cette première rencontre, le président de la République a eu mercredi dernier une nouvelle séance de travail avec une délégation de l'unité opérationnelle de prise en charge des maladies du coronavirus. La délégation conduite par le professeur Majesté Iouateba a proposé au chef de l'État un plan de sortie de crise ainsi que la contribution du corps médical à sa mise en œuvre réussie. Professeur Majesté Iouateba, responsable de l'unité opérationnelle de prise en charge des malades du coronavirus, il revient sur cette audience que leur a accordée le chef de l'État. Le chef de l'État nous avait reçus pour discuter sur l'organisation de la riposte contre le Covid-19.
Nous sommes donc venus lui proposer notre plan de sortie de cette crise et aussi lui proposer comment nous comptons apporter notre contribution à la réussite de cette mission. Nous avons rendu donc les conclusions de ces travaux, axés essentiellement sur le problème lié à la protection du personnel, le problème lié sur l'utilisation et les consommables qui devaient permettre au centre de prise en charge des cas de fonctionner de façon efficiente et aussi le problème lié à l'approvisionnement en médicaments. Étant donné que non seulement les médicaments qui sont aujourd'hui reconnus ou étiquetés comme pouvant avoir une action bénéfique sont indisponibles, mais aussi cette pénurie touche désormais d'autres médicaments qui ne rentrent même pas dans la lutte contre le coronavirus. Il y a donc lieu de voir comment on va travailler pour réquisitionner ces médicaments au bénéfice du personnel soignant qui sera seul habilité à prescrire ces produits. Aujourd'hui, plus que jamais, le Covid-19 constitue un défi majeur pour les scientifiques et chercheurs du monde entier. Des tests menés dans les 4 coins de la planète sont restés à ce jour 20. Et dans la foulée, la chloroquine connaît un regain de notoriété depuis que les médecins ont affirmé qu'elle avait permis d'obtenir des effets positifs sur des malades atteints de coronavirus. Une théorie qui divise toute la communauté scientifique. Professeur Majesté Iwateba nous en parle. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui sur le marché une spéculation et des faux médicaments qui ne sont pas véritablement de la chloroquine. Et nous précisons que si la chloroquine finalement devient le médicament miracle, ça ne sera pas un médicament laissé à la portée de tout le monde. Il faudrait l'avoir sur prescription médicale et cela ne peut être administré que dans des conditions particulières et dans des centres particuliers. Autrement dit, si nous nous mettons à vulgariser, à prescrire à la va-vite, à prendre la chloroquine en préventif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, le virus peut développer une résistance. Déjà, on n'a pas encore prouvé scientifiquement finalement que la chloroquine est la solution miracle. Il y a des études qui sont en cours où on pourra voir sur une grande échelle si effectivement c'est la solution. Nous avons commencé déjà à l'administrer aux malades du centre qui sont un peu en difficulté sur le plan sanitaire, respiratoire. On va voir dans la journée à venir comment ils vont évoluer et aussi voir par rapport aux données internationales comment la situation évolue. En clair, rien n'est laissé. Tout est sur la table, tout est discutable pour voir où commander, avec qui commander, parce qu'aujourd'hui les firmes qui commandent sont quasiment monopolisées par les grandes nations qui quasiment ont monopolisé, ce qui rend difficile la desserte des pays africains entre autres. Donc la réflexion est menée, on va identifier rapidement donc, les laboratoires qui peuvent nous servir pour qu'on puisse avancer. Ça a été le cas également pour les matériels de protection. Aujourd'hui nous avons identifié de façon formelle des fabricants à l'étranger qui peuvent fabriquer et nous servir. Parce qu'hier, le problème, c'est que vous avez beau avoir l'argent, mais vous ne pouvez pas acheter parce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, au moins, on a réussi à avoir des sources, des canaux d'approvisionnement qui sont sûrs. Ça va être le cas également pour ces médicaments. Si, au bout du compte, ce traitement s'avère le plus efficace, eh bien, ça va être le cas pour qu'on puisse avoir des canaux d'approvisionnement sûrs pour le grand bonheur de notre population. Les parlementaires togolais, nous le disions en titre, ont donc autorisé hier à l'unanimité le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour une période de 6 mois. Il s'agit du projet de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de renforcer les mesures prises pour enrayer la propagation du Covid-19. C'était lors de la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. C'était aussi en présence du chef du gouvernement, comme Selom Klasso. Geneviève Pugno. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution togolaise, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans un délai de 6 mois toute mesure relevant du domaine de la loi. Et donc, l'adoption de cette loi d'habilitation vient répondre à la riposte face à la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement au Togo et qui nécessite des mesures urgentes permettant de protéger les populations et de lutter durablement contre sa propagation. Comme Selom Klasso, chef du gouvernement. La riposte engagée contre la maladie
de coronavirus commande donc une extrême réactivité et une capacité exceptionnelle d'adaptation des différentes mesures de prévention et de protection prises, ainsi qu'une mobilisation de moyens de tous ordres en vue de trouver les solutions qui permettent d'endiguer durablement les effets de l'épidémie. C'est pourquoi le gouvernement a tenu à demander qu'il plaise à la représentation nationale de lui donner les armes nécessaires pour gagner cette crise sanitaire en accordant une habilitation lui permettant d'agir dans le domaine de la loi pendant une période de 6 mois. Cette habilitation que vous venez d'accorder à l'unanimité au gouvernement va lui permettre de prendre par ordonnance, et ce, dans le seul intérêt de nos populations, les mesures susceptibles d'apporter des réponses efficaces et durables à la situation de crise à laquelle est confronté notre pays. C'est le lieu de rappeler que chaque personne vivant sur le territoire national a une partie de la solution qu'il nous faut. Il s'agit avant tout du respect de la discipline à travers l'application stricte des gestes barrières contre la propagation du virus Covid-19. Ce régime d'habilitation sollicité n'a qu'un seul objectif, celui de mieux protéger et à temps opportun nos concitoyens. La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yawa Djibodi Tchega, s'est d'abord félicitée de l'adoption de ce projet de loi avant de rassurer le gouvernement de la disponibilité de la représentation nationale à l'accompagner dans la mise en œuvre de ces mesures. Face à cette situation exceptionnelle, l'urgence et l'efficacité des mesures qui immobilisent l'ensemble de notre pays méritent un cadre respectueux de notre système démocratique. Ce dont je voudrais rassurer nos concitoyens, c'est que le gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État, est engagé sans réserve avec la responsabilité que commande le moment à les protéger des risques de contamination. La représentation nationale, quant à elle, ne manquera pas de contribuer à la mise en œuvre réussie des mesures de lutte contre l'épidémie. À ce titre, et ce durant toute la période d'habilitation, l'Assemblée nationale sera régulièrement tenue informée des mesures prises dans le respect des domaines et pour la durée sollicitée. Enfin, je voudrais très sincèrement remercier la bravoure du corps médical, l'engagement des forces de sécurité, ainsi que la détermination des plus hautes autorités de notre pays pour toutes les mesures et les actions mises en œuvre pour lutter contre la propagation du Covid-19. J'en appelle donc à la conscience et à la responsabilité de nos valeureuses populations pour adhérer et respecter scrupuleusement les mesures édictées afin de venir à bout de cette épidémie. Ces ordonnances qui seront prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle feront l'objet de lois de ratification qui sera soumise à l'Assemblée nationale dans les 60 jours après la fin de la période d'habilitation. Merci à toi Geneviève Pogno. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo lance du 30 mars au 17 avril prochain une enquête sur l'ensemble du territoire national. Cette enquête a pour but de mesurer l'impact imprimé aux activités économiques au Togo par la crise sanitaire due au Covid-19. Depuis son apparition entre novembre et décembre, tous les secteurs sont gravement touchés. Gabriel Ayena. L'enquête va consister à recueillir auprès des opérateurs économiques des informations relatives à comment se porte leur business en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus et surtout à disposer de propositions de la part des commerçants et commerçantes pour une meilleure gestion des activités économiques face à cette pandémie. Germain Meba, président de la CCIT. Cette enquête devra permettre d'aboutir à des résultats. Elle ne peut se réaliser sans la participation et la contribution des opérateurs économiques formels ou non. Nous leur demandons donc de bien vouloir renseigner les questionnaires conçus à cet effet. Le formulaire qui sera disponible sur notre site web www.ccit.tg sera aussi envoyé par mail aux entreprises. Les responsables de la CCIT ont saisi l'occasion pour encourager les opérateurs économiques à s'investir davantage pour mieux contrôler leurs entreprises en cette période. Germain Meba. Nous savons déjà
que certains opérateurs économiques ont déjà commencé à poser les clés. D'autres ont déflaté les employés. Cela veut dire qu'ils ont compressé. D'autres ont procédé au chômage technique. Cela veut dire que la situation est grave. Pour cela, nous ne devons pas perdre courage. Parce que quand on dit opérateur économique, c'est quelqu'un qui est très courageux. Et dans des situations difficiles, nous sommes capables d'ingéniosité. Et c'est cela que nous demandons à l'ensemble des opérateurs économiques du Togo. De pouvoir apporter leur contribution pour que nous puissions dire l'ensemble des problématiques que nous avons. Les résultats de l'enquête sur l'impact du coronavirus sur les activités des PME et PMI serviront de plaidoyer à adresser au gouvernement. Le but est de permettre aux autorités togolaises de mieux gérer la situation que crée le Covid-19. Et puis, sur le site d'information officielle du gouvernement, vous découvrez les chiffres mis à jour hier, 27 mars 2020, à 19h50, qui se présentent comme suit. Cas confirmé 25, cas actif 23, cas guéri 1, décès 1. Et nous abordons la deuxième partie de ce journal, invité du jour. Et nous recevons professeur Mireille David, virologiste et bactériologiste à l'Université de Lomé. Alors, face à la pandémie du Covid-19, la solution la plus optée dans le monde aujourd'hui reste le confinement, étant donné que jusqu'à ce jour, aucun vaccin n'a été trouvé pour enrayer la maladie. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont actuellement confinées chez elles. Le Togo, également touché par ce virus, a lui aussi mis en confinement un certain nombre de personnes revenues des pays à haut risque. Dans quelle situation sont-elles? Comment perçoivent et vivent-elles leur isolement pour éviter de propager la maladie dans leur entourage? Nous en parlons donc, je le disais tantôt, avec le professeur Mireille David, virologiste et bactériologiste à l'Université de Lomé. Professeur, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. J'ai la chance d'avoir été coopté dans le comité technique de gestion de la crise du ministère de la Santé. Et comme vous l'avez dit, nous avons régulièrement des réunions et déjà on peut mettre à point au jour les chiffres que vous avez, puisque nous avons eu les chiffres de la nuit. À l'heure actuelle, nous avons 28 cas 28 confirmés. Cas confirmés. Voilà, c'est ceux qui ont été confirmés la nuit. Là, nous rectifions donc c'est 28 cas au lieu de 25, voilà, comme précédemment dit. Alors, professeur, d'abord, dites-nous combien de personnes sont en situation de confinement au Togo au jour d'aujourd'hui et celles qui sont à domicile, tout comme celles placées à l'hôtel Ibis. Alors, nous avons aussi des chiffres qui vont évoluer. Mais jusqu'à hier, 17 h, nous avons 370 contacts dans le pays. Ces 370 contacts ne sont pas malades. Ils sont différents des 28 cas confirmés, isolés, hospitalisés à l'hôpital de Kégué. Sur ces 370 cas contacts, nous avons pu retrouver, parce que les contacts sont calculés, retrouvés, nous avons pu retrouver 294 personnes qui sont suivies. Et 88 d'entre elles sont à l'hôtel Ibis. Les autres sont confinés à domicile. Je vous dirai comment on les suit. Alors, quand vous dites suivies, c'est-à-dire comment elles sont suivies, comment ces personnes sont-elles suivies? Alors, ces personnes sont suivies grâce à des équipes qu'on a mis en place au niveau des districts sanitaires. Et elles sont suivies par ces équipes qui sont particulièrement formées, qui vont, pour les personnes confinées à domicile, intervenir par téléphone, par visite à domicile. On les sensibilise, on les encourage à rester chez elles. On leur demande de prendre leur température 2 fois par jour et on s'inquiète de savoir si elles ont le moindre signe qui nécessiterait leur évacuation dans un milieu hospitalisé.
Il en est de même pour les personnes placées à l'hôtel Ibis. Alors, quel travail est fait? Comment sont-elles conscientisées au point de respecter les mesures barrières, surtout celles qu'on dit avoir confinées chez elles, sans aucune... C'est ce que je vous dis. D'abord, ils peuvent avoir accès aux différentes émissions que nous faisons, que vous faites, et c'est là l'occasion de remercier les journalistes de la presse publique comme les journalistes de la presse privée. Mais les équipes qui vont les voir les sensibilisent. Elles sont dotées d'un téléphone portable et ces équipes sont formées justement pour les sensibiliser et répondre à toutes leurs éventuelles questions. Et elles téléphonent pour avoir les températures bijournalières. Elles vous demandent, vous avez pris votre température aujourd'hui, quelle est votre température? Est-ce qu'il n'y a pas de risque que l'on donne de fausses températures? C'est le rôle, comme a dit Monsieur le Premier ministre, de conscientiser toute la population. Voilà. Il faut que l'on sache, que l'on se rende compte que les pays qui ont gagné ce combat, comme on sait ce qui s'est passé dans la province, dans la ville de Wuhan, c'est ceux qui ont été, pour lesquels la population a été suffisamment consciente pour respecter la discipline. Et je pense qu'on doit savoir que chacun d'entre nous est capable soit de diffuser la maladie en étant indiscipliné, en ne répondant pas correctement aux questions, en répondant n'importe quoi aux questions, soit de freiner l'évolution dans notre pays en rentrant dans le créneau, en écoutant les différents messages. Vous savez, nous apprenons tous de cette nouvelle maladie. Il n'y avait rien écrit d'avant. Et c'est l'occasion de répéter que chacun d'entre nous doit être conscient, chacun d'entre nous doit conscientiser son voisin pour que ça aille pour le mieux dans notre pays et dans la sous-région. Et parlant des personnes internées à l'hôtel Ibis, ne serait-ce pas bon de les tester à la température en vue d'opérer un tri et d'en libérer celles qui sont saines? Alors, la température, elles sont testées avec des thermomètres spécifiques. Maintenant, nous n'avions pas assez de réactifs pour les tester leur sang, pour voir s'il y a la présence de virus. Maintenant, les réactifs sont arrivés et nous avons discuté de cette éventualité au niveau du comité de crise de tester ces personnes contacts qu'on a sur la main. Nous allons voir d'ici la semaine prochaine que des actions vont être mises en place éventuellement pour améliorer le suivi de ces personnes-là. Et sur un autre plan, où en sont les recherches sur un éventuel médicament qui puisse mettre donc fin à cette pandémie? Alors, de nombreuses équipes dans le monde travaillent sur le médicament. Il n'y a pas que la seule équipe dont on parle beaucoup tous ces jours-ci. De nombreuses équipes travaillent sur ce médicament. L'avantage, c'est que l'on trouve vite un médicament. Sachez aussi que plus de 20 équipes au monde travaillent sur le vaccin. Le résultat pour le vaccin, on sait qu'il ne sera pas immédiat. Néanmoins, pour le traitement, vous savez que même l'État français commence à valider le traitement à l'hydroxychloroquine pour les formes graves. Oui, pour les formes graves seulement. Parce que quand on n'est pas sûr à 100% d'un traitement, on ne peut pas s'amuser à prendre des populations humaines comme cobayes. Et donc, tout cela doit se faire, comme je dis, dans un cadre de très bonne discipline pour pouvoir tirer les résultats les plus efficaces. D'ailleurs, l'OMS, qui ne recommande pas ce médicament parce qu'on n'a pas encore de preuves, a quand même suggéré des essais, ce qu'on appelle essais cliniques, pour qu'on puisse très vite avoir les conclusions. Oui, bon, mais je reviens sur la chloroquine. Bon, est-ce que vous pensez que c'est mieux de ne rien faire ou de faire en attendant? Ce n'est pas ce que je viens de dire. Je viens de dire que il faut que ce qui soit fait dans un cadre bien précis si on veut tirer des conclusions efficaces. Notre souci, c'est l'efficacité. Et donc, le Togo a fait le choix de mettre les cas graves sous traitement, mais nous recommandons que tout cela soit fait dans un réseau d'Afrique subsaharienne pour qu'on puisse conclure très vite à l'efficacité ou à l'inefficacité de ce traitement. Et professeur Mireille, je rappelle que vous êtes
virologiste et bactériologiste à l'Université de Lomé. Notre entretien tire à sa fin. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les mesures barrières de protection édictées par le gouvernement togolais? Jusqu'à présent, c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui a marché à Wuhan. La première des mesures, c'est de se laver correctement les mains. Pas parce que ce virus traîne dans l'atmosphère, non, mais parce qu'on peut être contaminé par quelqu'un qui n'a pas de signes et dont les signes ne vont se révéler que peut-être 14 jours ou 20 jours, on sait maintenant, après le moment où il est infecté. Et donc, on sait que ce virus est transmis de l'un à l'autre par des contacts assez rapprochés de moins de 1 mètre, parce que quand on est à moins de 1 mètre, on reçoit de son voisin des gouttelettes de salive qui contiennent le virus vivant. À plus de 1 mètre, ce virus, les gouttelettes tombent par terre et le virus meurt. Donc se laver les mains, c'est fondamental. Au savon ou à la solution hydroalcoolique, mais si on n'a pas de solution hydroalcoolique, le savon correctement fait, en essayant de toucher avec le coude les endroits, les poignets, les robinets, ça marche. Deuxième des choses, le port du masque. Mais le port du masque, ce n'est pas comme la tuberculose, c'est pas porter un masque pour porter un masque. Si vous sentez que vous avez rencontré un sujet contact, si vous suspectez à la moindre minute que vous avez été infecté, vous devez porter ce masque pour ne pas contaminer l'autre. C'est ainsi qu'on a demandé aux femmes du marché de porter le masque parce que quand on va acheter, on est à moins de 1 mètre de sa vendeuse et donc elles ne doivent pas nous contaminer. Pour les gens du personnel médical ou éventuellement la sécurité, il faut porter un autre type de masque, un masque qui vous empêche, vous, d'être contaminé et qui vous empêche aussi de contaminer l'autre. L'histoire, c'est que le coronavirus, c'est un tout petit virus. C'est 100 fois moins que la taille de votre cheveu. Et donc, ça va traverser les masques qui ne sont pas de bonne qualité. Et donc, il est inutile que toute la population porte le masque des médecins, qui est le masque conique dont on parle en bête de canard. Ça, c'est seulement les médecins parce que eux, pour examiner un malade, ils sont très proches du malade. Il ne faut pas qu'il soit contaminé par l'éventuelle personne qui est suspecte, ou il ne faut pas non plus qu'il contamine cette personne. Mais pour tous les autres, le masque dit chirurgical est bon puisqu'il évite de contaminer l'autre. Et la troisième chose, rester à distance de son interlocuteur, à une distance de minimum de 1 mètre. Ça aussi, c'est fondamental pour ne pas recevoir les gouttes éventuellement contaminées de quelqu'un d'autre. Sachez que ce virus se diffuse dans nos pays. Nous remercions les médias. Il faut que les gens se rendent compte qu'il est maintenant là. Le loup est dans la bergerie. Il n'est pas question de dire on n'y croit pas, etc. Et surtout, comme on peut être contaminé par une personne qui n'est pas malade, qui apparemment n'est pas malade, alors nous devons faire attention pour ne pas être un maillon de la chaîne qui facilite la propagation de ce virus dans notre pays. Alors, professeur, je ne sais pas, vous venez peut-être de faire une conclusion. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot pour toute suspicion, pour toute crainte que vous avez. Appelez le 111, même s'il ne répond pas tout de suite parce qu'il est surchargé. Rappelez-le. Le 111 vous pose des questions. Plusieurs jeunes sont là pour vous répondre à vos questions et éventuellement vous orienter vers le district sanitaire le plus proche de votre habitation. Il ne s'agit pas de se promener, de courir dans tous les sens dans la ville. Il faut appeler le 111 et le 111 vous donnera les indications précises pour que, au maximum, vous puissiez rester chez vous et que les équipes viennent vers vous. Je vous remercie. Professeur Mireille, je rappelle que vous êtes virologiste et bactériologiste à l'Université de Lomé. Alors, je rappelle également le nombre, les chiffres qui ont été mis à jour hier nuit. Il s'agit des cas confirmés qui sont à 28, si je me trompe, 28 cas confirmés, cas actifs 23, cas guéris 1 et 1 décès. Professeur Mireille David, je vous remercie et au plaisir de vous recevoir sur notre antenne. Merci à vous. Nous recevons notre deuxième invité. Il s'agit de Madame Yawa Kuiga, maire de la ville d'Atakwame.
Covid-19. Nous évoquons cette fois-ci avec notre deuxième invité, maire de la ville d'Atapamé, les valeurs à cultiver en cette période où sévit la pandémie. Madame Yawa Kwiga, maire de la ville d'Atapamé, nous interpelle à l'acuité sur l'acuité de la situation et nous exhorte à contribuer chacun en ce qui le concerne à limiter la propagation du virus. Madame Yawa Kwiga évoque d'abord la situation telle que vécue par les populations dans sa commune. Elle est au micro de Gabriel Aïna. Madame le maire, bonjour. Bonjour. La première question, c'est de savoir aujourd'hui, face à coronavirus, comment se porte la commune Ogou 1? Merci d'abord pour votre intérêt. Je dirais que la commune Ogou 1, à l'instar de toutes les 116 autres communes sœurs du Togo, se porte bien. Elle est rassurée de savoir que par rapport à cette épidémie qui n'épargne personne, les plus hautes autorités du pays ont pris la question à bras le corps. Un comité de crise est mis en place au plus haut niveau, présidé par le chef de l'État lui-même. Et donc la commune Ogou 1 s'attache à suivre au jour le jour les directives qui viennent de ces instances en relation avec l'Organisation mondiale de la santé, à les mettre en œuvre, à essayer de les faire infuser au niveau de la population. Et la commune Ogou 1 se dit qu'en mettant bout à bout tous nos efforts, le Togo, notre pays, parviendra à venir à bout de cette pandémie qui menace le monde. Vous l'avez souligné, des discussions sont prises au plus haut sommet de l'État, au niveau de la préfecture. Il y a un comité. C'est dit que même à l'interne, en collaboration avec l'État, des choses sont faites. Tout à fait. Disons que nous sommes face à un mal qui, passez-moi l'expression, est très généralisé. Donc, en face de cela, la riposte est nécessairement collective. Et c'est dans ce sens que nous voyons les choses, que nous les avons vues depuis le début. Et donc, au niveau de notre commune, nous sommes en collaboration avec les communes voisines, mais également avec la préfecture, qui est la représentation du pouvoir central. Et tout ce que nous faisons comme réflexion se fait dans ce cadre-là, avec monsieur le préfet, avec les représentants des services déconcentrés de l'État, notamment la santé, la police, le groupement de gendarmerie. Nous avons des organisations de la société civile, nous avons des CDQ, nous avons des représentants de la chefferie traditionnelle. Disons que c'est général, la prise de conscience est là. Et tout le monde sait qu'il faut que chacun y mette du sien pour que nous parvenions à trouver une solution. Donc nous travaillons en bonne intelligence depuis un certain nombre de jours pour mettre en œuvre les dispositions qui sont prises par le gouvernement. Alors heureusement, dans la préfecture de l'Ogou, les gens ont compris, mais est-ce que, à votre niveau, la sensibilisation, est-ce qu'elle est toujours en marche? Comment est-ce que vous procédez? Oui, je crois qu'elle est toujours en marche et elle le restera tant que, non seulement dans la commune Ogou 1, mais sur toute l'étendue du territoire, chaque personne ne saura pas exactement de quoi il s'agit, ne sera pas convaincue et ne se sera pas transformée elle-même en vecteur d'information et de sensibilisation. On ne s'y attendait pas, il est arrivé donc à situation nouvelle, réflexe nouveau, attitude adaptée, actualisée au fur et à mesure de l'évolution. Voilà, exactement. Donc je pense que chacun à son niveau, et moi c'est comme ça que je préfère voir les choses, chacun à son niveau fait ce qu'il peut. Maintenant, la bataille de la sensibilisation n'est pas encore gagnée totalement. Nous avons tout mis en œuvre, mais malheureusement, la vie en 2020 est ce qu'elle est. Avant que les canaux officiels formels ne se soient mis en œuvre, nous avons vu circuler beaucoup de fausses informations, malheureusement par le canal des réseaux sociaux. Et donc, nous avons un certain nombre de compatriotes encore qui ont pris à leur compte ces fausses informations et vers lesquelles maintenant il est important de retourner pour leur dire attention, coronavirus, c'est la réalité. Il ne peut pas y avoir une rumeur qui tue autant de gens. Prenez la chose au sérieux, soyez-en conscients, prenez conscience pour vous-même, écoutez ce que dit le gouvernement, faites attention à mettre en œuvre ce que disent les autorités pour que nous puissions tous livrer bataille ensemble et nous en sortir ensemble. Des écoles fermées, des lieux de culte, des marchés, est-ce que cela a été aussi facile pour les acteurs de comprendre? Ce sont des décisions qui ont été prises au niveau supra. Oui. Maintenant, à notre niveau, nous nous efforçons de veiller à ce que les différentes déclinaisons, les petites mosquées de quartier, les petits pasteurs au coin de la rue,
mettent en œuvre cela et ne continuent pas par mettre en danger la vie de nos concitoyens sous le prétexte de la religion, qui, soit dit au passant, est une très bonne chose. Maintenant, pour les marchés, parmi les mesures du gouvernement, si je ne me trompe, il n'y a pas encore la fermeture des marchés. Et je pense très modestement, si cette réflexion peut contribuer à quelque chose, que cela tient pour l'essentiel au modèle économique togolais. Nous avons une majorité de nos concitoyens qui sont dans un modèle économique dont le cycle n'est pas très long. Et donc, je crois qu'il faut vraiment réfléchir et mettre tous les paramètres dans la balance. Je crois que c'est ce à quoi les hautes autorités de ce pays travaillent en ce moment. Nous resterons vigilants et attentifs aux messages qui nous viendront du gouvernement et de la cellule de crise et essayerons au fur et à mesure de les mettre en œuvre. Les marchés ne sont pas fermés. Au contraire, les gens ont profité pour augmenter les prix et le gouvernement a juste réagi à travers un communiqué pour éviter la surenchère. Mais il est quand même recommandé la distance d'1 mètre au moins et l'utilisation des masques ou des cache-nez dans les marchés. Nous avons parlé avec les femmes, elles ont bien intégré la chose et chacune à son niveau prend ses précautions. Au niveau de la commune, nous nous organisons maintenant pour doter les différents points de marché de dispositifs de lavage des mains pour les clients. Vous avez mentionné brièvement la surenchère et c'est important pour moi de dire dessus parce que je l'ai dit récemment dans une publication, face à quelque chose de la nature de ce que nous voyons avec cette pandémie, je pense que nous devons faire appel à notre conscience et cultiver les valeurs qui nous sont propres. Nous, Africains, nous avons pour valeur la fraternité, la recherche du bien commun, la solidarité. Alors, surenchérir de façon exagérée sur des produits de première nécessité ou des produits qui sont rendus nécessaires par l'épidémie ne fait sûrement pas partie de ces valeurs. Donc, j'en appelle à la conscience de tout le monde. Restons solidaires, sentons-nous frères et comme ça, nous en sortirons. Pour ce qui est de l'accueil, je voudrais saluer et me féliciter de ce que je trouvais un peu partout au niveau des différents interlocuteurs que j'ai pu rencontrer. Une très bonne disposition d'esprit. Une fois que l'information est passée, chacun a pris à son compte de voir ce qu'il pouvait faire à son niveau pour limiter éventuellement la propagation du virus, pour adopter les attitudes et les gestes barrières, pour aller vers la sensibilisation. Et donc, je crois que c'est ça qui nous sauvera. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien. Merci pour la disponibilité. Alors, en tant que maire, quel peut être, selon vous, le rôle de tous les acteurs de la société? Vous savez, dans une réflexion, nous disions que c'est vrai qu'il ne faut pas se réjouir d'une situation malheureuse, mais est-ce que le Covid-19 à l'échelle de la planète, avec tout ce qu'il nous impose, n'est pas en train d'essayer de ramener l'humanité à la raison? Oui. Vous avez vu, nous avons parlé du climat, de la couche d'ozone, etc. On a fait beaucoup de sommets. Le chef de l'État togolais, à un moment, je me rappelle, a dit mais il faut passer à l'action, le temps de la parole est fini. Mais avant Covid-19, nous n'avions pas réussi à avoir autant d'avions cloués au sol. Les océans et la couche d'ozone doivent peut-être, passez-moi l'expression, être en train de remercier Covid-19, qui ramène un peu l'humanité à la raison. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses comme ça que nous avions pris l'habitude de reléguer au second rang et qui doit peut-être revenir au premier plan pour que l'humanité redevienne humaine et pour que la planète puisse demeurer et que les grands équilibres soient préservés pour nous, mais également pour les générations qui viennent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, Madame le maire. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin à l'endroit de tous nos administrés de la commune Ogu 1, mais également de tous nos concitoyens d'une manière générale, c'est que nous sommes dans une période où chacun doit être le gardien, le protecteur de son frère. Une fois que je sais de quoi il retourne, que je sais ce qu'il faut faire, il faut que j'en parle systématiquement à tout ce que je vois et il faut que je fasse en sorte que tout le monde en vienne à cette conviction et en vienne à adopter les attitudes qu'il faut. Aimons-nous, aimons les autres, préservons la vie et que Dieu nous reste en aide. Voilà, que Dieu nous reste en aide. Madame Kouigan, merci. C'est moi qui vous remercie. Sécurité au Sahel, 11 pays européens ont annoncé hier soir lors d'une conférence téléphonique le lancement officiel de la future force Takuba, d'un groupement de forces spéciales européennes destinées à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes. Toutefois, seuls 6 de ces pays se sont
pour l'instant engagés à y participer. Détail avec vous, Bénédicte Kanda. En effet, considérant que la situation sécuritaire au Mali et plus largement au Sahel est toujours préoccupante, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Estonie, la France, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède soutiennent politiquement la création d'une task force pour assister les forces armées maliennes dans la lutte contre les groupes terroristes et appuyer les efforts actuellement déployés par l'opération Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel. C'est ce qu'ont souligné les pays européens concernés. Le Mali et le Niger ont également participé à cette réunion téléphonique. Cette force Takuba, qui doit compter quelques centaines d'hommes, débutera ses opérations en été sous commandement français dans la région du Liptako, aux confins du Niger et du Mali. Cette région est réputée servir de sanctuaire à des groupes djihadistes, dont l'État islamique au Grand Sahara. Avec Takuba, les Européens montrent leur capacité à se mobiliser ensemble pour leur sécurité, a réagi la ministre française des Armées, Florence Parly. Pour l'heure, ce projet a été officiellement rejoint par 6 pays européens, à savoir la France qui en est l'instigatrice, la Belgique, le Danemark, l'Estonie, les Pays-Bas et le Portugal. La Suède, elle, attend un feu vert de son Parlement pour confirmer sa participation sous la forme d'une force de réaction rapide héliportée de 150 personnes. Sollicité, la Norvège a annoncé renoncer à envoyer des soldats à ce stade, faute de soutien politique interne suffisant. L'Allemagne a également décliné. Un tribunal de Lagos au Nigeria a condamné à perpétuité le sieur Ainani, jeune cuisinier togolais, reconnu coupable de meurtre sur la personne de son patron, Chief Bademosi. Qu'en est-il exactement? Hélène Assabi revient sur les faits dans Écho du Palais. Le tribunal de Lagos au Nigeria a condamné Anani après qu'il a plaidé coupable à une accusation d'homicide volontaire. Anani a avoué au juge avoir poignardé Chief Bademosi à mort le 31 octobre 2018 dans sa résidence à Ikoyi lors d'une tentative de vol. Avant le prononcé du jugement, le gouvernement de l'État de Lagos avait fait comparaître Anani et retenu 2 chefs d'accusation contre lui, à savoir meurtre et vol à main armée, lesquels sont synonymes d'une peine capitale. L'accusé avait plaidé coupable peu de temps après le début du procès. Pendant que l'avocat du coupable, la directrice du bureau du défenseur public, a plaidé en faveur de son client pour la moindre accusation, celle de l'homicide involontaire, le procureur général de l'État de Lagos a réclamé une peine maximale. Après avoir écouté les 2 parties, le juge du tribunal a déclaré que Anani est condamné à la réclusion à perpétuité. La peine d'emprisonnement a commencé depuis le 25 juin 2019. Et rappelons qu'après le meurtre, Anani a fui la maison de son patron avec quelques objets, mais il sera arrêté par la police de l'État d'Ondo dans la matinée du 2 novembre 2018 dans le quartier de Yaba. Revue de presse à présent, un seul sujet à la une des parutions de cette semaine. Tous les journaux de la presse ont abondamment évoqué et commenté la pandémie du coronavirus. Des origines à la guérison en passant par 2 probables médicaments, beaucoup d'encre et de salive continuent de couler. Léontine Atogima. Gestion des cas de coronavirus au Togo, le plus dur reste à venir, s'inquiète le journal Liberté. Vision d'Afrique rassure, le Togo déploie un plan agressif de riposte, la mobilisation de la logistique suivie des règles de barrière et l'alerte sur la spéculation des prix. Le chef de l'État, la sentinelle des actions, ajoute l'hebdomadaire. La symphonie rajoute que dans la perspective de rendre efficace la lutte contre l'ennemi invisible qui frappe de plein fouet l'humanité, le gouvernement a décidé de transformer le centre hospitalier régional de Lomé en un centre exclusivement dédié à la prise en charge des malades du coronavirus.
chronique de la semaine confirme, de nouvelles dispositions ont été prises pour renforcer la lutte contre la propagation de la pandémie au Togo. Pour le changement, les gouvernements doivent agir au-delà de leurs frontières s'ils veulent stopper la pandémie. Ensemble, le monde vaincra la pandémie de coronavirus, poursuit l'apparition. L'unité opérationnelle de prise en charge a d'ailleurs présenté son plan de sortie de crise au chef de l'État, annonce forum de la semaine. Afin de prendre le coronavirus par les cornes, Fanya Singbe multiplie réunions et actions avec le corps médical, écrit Togo Réveil. Le professeur Majesté Iwatiba de la cellule de riposte a fait le point de la situation dans les colonnes du journal. Le bimensuel économie et développement remarque que le Covid-19 est la torche qui met en lumière les défaillances du système sanitaire des États africains. La lanterne renchérit, la pandémie au coronavirus doit réveiller la conscience des chefs d'État africains. À ce propos, la dépêche se demande où les chefs d'État africains iraient-ils se soigner en cette période de crise sanitaire mondiale. Chao Edong, l'ambassadeur de Chine au Togo, exhorte à la une du forum de la semaine à la solidarité dans la riposte mondiale contre le coronavirus et surtout à la construction d'une communauté de destin dans le domaine de la santé. Vu la réduction des activités à cause de la pandémie, Alakiri se demande si l'on doit encore payer les loyers et factures à la fin du mois. À ce sujet, Flambeau des démocrates écrit « Les Togolais attendent une allocution de leur président ». Togo Réveil rappelle toutefois que les paiements des factures d'eau et d'électricité se feront par Flous, Timonet et Eco-CPP afin d'éviter l'affluence dans les agences. Carnet noir pour finir, le Covid-19 continue de faire des morts. Le Togo a enregistré hier son premier décès. Dominique Alizou, directeur de publication du journal Chronique de la semaine. Le Covid-19 a également emporté la légende Manu Dibango après la star congolaise Horus Mabele, nous rappelle Togo Réveil. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Magazine pluriel de ce samedi, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé.